bienvenue à cette deuxième journée de Ready for It. Il y a 24 heures, à l'ouverture, vous vous rappelez, on se fait deux promesses. Une, miser sur la communauté face aux enjeux de transformation du numérique. Deux, trouver des alliés, trouver des amis. Parce que certes, ce n'est pas en empilant des outils et en refaisant 3-4 fois un business plan qu'on va réussir dans cette histoire. Ben alors, à moitié du parcours de Ready for It, c'est bien de rappeler les promesses et de les tenir, surtout. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une alliée, une amie, qui est une championne. Parce qu'elle est censée trouver, former les champions du numérique au niveau européen, étant à la tête de France Digital. Mais pour moi, elle est déjà vraiment championne en elle, Maya Noël, qui sera interviewée par Charlotte Bricard. Mesdames, c'est à vous. Bonjour Maya. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, Maria vient de le dire. J'ai le plaisir pour parler d'humain, puisqu'on a choisi de parler de transformation numérique par le biais de l'humain, d'être accompagnée par Maya Noël, qui est donc la directrice générale de France Digital. Maya, vous étiez chasseuse de tête et vous avez rejoint l'association en 2021, donc 10 ans après sa création. 2019 en fait même. En 2019. C'était quand même 10 ans après sa création ou du coup 8 à peu près. Elle a été créée, cette association, pour justement faire des startups que vous identifiez, ou plutôt des jeunes pousses que vous accompagnez, les champions européens du numérique. Et elle a été créée à l'époque par une cinquantaine d'entrepreneurs, d'investisseurs, à l'époque du mouvement des pigeons, qui étaient justement ces entrepreneurs qui fustigeaient les baisses qui avaient été annoncées par le budget 2013 et qui allaient, à un moment donné, selon eux, limiter la création d'entreprises. Depuis, France Digital a bien grandi. Est-ce que vous pouvez nous peut-être repréciser un peu la taille de l'organisation que vous dirigez ? Merci. Oui, alors effectivement, donc France Digital créée en 2012 avec un constat qui était que en fait, les décideurs publics ne comprenaient pas véritablement le mécanisme du capital risque et du développement des startups et de l'innovation en France. C'était un peu balbutiant. Des entreprises qui innovent en France, il n'y en a plus depuis beaucoup plus longtemps, mais ce phénomène via le numérique de start-up était assez méconnu, avec la casquette de capital risque associée, donc les fonds d'investissement. Et c'est ce qui est particulier chez France Digital, c'est qu'on a les deux. On a à la fois des fonds d'investissement et des startups dans notre écosystème. Donc aujourd'hui, l'écosystème français, c'est plus de 13 000 startups. Et nous, on a 2000 adhérents actifs chez France Digital, donc 2000 startups adhérentes et des fonds d'investissement aussi, qui du coup, à travers ce collectif, qui justement jouent collectif pour deux raisons. À la fois, faire évoluer leur métier, apprendre ensemble. C'est avant tout à ça qu'au sert France Digital, c'est avant tout un réseau professionnel où on va pouvoir se rencontrer, partager des bonnes pratiques, développer des opportunités de business avec différentes parties prenantes. Et aussi, en fait, défendre ses intérêts. On a un peu cette casquette de lobby, mais pas des intérêts, on va dire, qui existent depuis très longtemps, puisqu'en fait, le vrai sujet autour de l'innovation, quelque part, c'est la difficulté à comprendre ce qui se passe. Et donc, on a un vrai enjeu de décryptage, à la fois pour nos membres, mais aussi pour les décideurs, à la fois français et européens, qui vont constituer le cadre réglementaire qui va accompagner ou pas, parfois le freiner, l'innovation. Donc vous avez une mission qui est de lobby et une mission d'accompagnement concrètement aujourd'hui pour permettre l'accélération dont on parlait tout à l'heure. Vous avez justement dans ce contexte très particulier qui est celui de 2024 où on sait que la tech mondiale subit des turbulences, qu'on entend parler de baisse de levée de fonds, qu'on entend parler de baisse d'effectifs aussi auprès de très gros acteurs mondiaux. Vous avez souhaité cartographier l'emploi aujourd'hui dans cet écosystème et vous y avez trouvé des bonnes nouvelles. Comme on est toujours preneur de bonnes nouvelles, est-ce que vous pouvez nous en partager une ou deux ? Oui, alors on a sorti l'année dernière une étude sur l'emploi en start-up pour diverses raisons, parce qu'on se disait qu'il fallait un jour au final donner un chiffre sur ce que ça représente économiquement les start-up, et aujourd'hui les start-up c'est 1 emploi sur 25 en France. Donc ce n'est pas des petites entreprises garage comme on peut l'avoir encore en tête, et on avait besoin de changer cette idée-là en montrant que c'était en fait un véritable pan de l'économie. Donc voilà, c'est 1 emploi sur 25, soit près d'1 million d'emplois en France, directs et indirects.
Et c'est surtout des secteurs qui, malgré effectivement le contexte économique qui depuis l'année dernière effectivement est moins réjouissant qu'on a pu le connaître, notamment avec le Covid, qui a permis une explosion du numérique et de la digitalisation, où on a connu des phases assez inattendues. On est dans cette phase de redescente, mais on voulait montrer qu'au final, les entreprises continuent de recruter, parce que ça reste quand même un des principaux freins à la croissance de ces entreprises, de trouver les bons talents. Qu'elles continuent de créer de l'emploi. C'est des entreprises qui sont résilientes. C'est pas simplement un effet de mode, une simple bulle. Non, c'est véritablement un plan de l'économie. Et par rapport justement à cette accélération numérique, cette transition dont parlait Maria, votre regard aujourd'hui, quel est-il? Quelle lecture vous avez du dynamisme du secteur et de la façon dont il réagit à cette turbulence? Donc, comme vous le disiez, l'association a été créée il y a un peu plus de 10 ans, et depuis, moi, j'ai commencé d'ailleurs ma carrière il y a 12 ans, au moment où l'association s'est créée. Et le paysage numérique en France a véritablement changé. La place de la France dans le monde sur ce qu'on est capable de faire en matière d'innovation a aussi évolué de manière très très positive. Je pense qu'on a réussi vraiment à se positionner sur l'échiquier mondial comme étant une vraie puissance d'innovation, où la French Tech existe, on a envie de choisir la France. Le Sommet Choose France avait lieu cette semaine à Versailles, et c'est plus de 15 milliards d'euros investis en France, et notamment beaucoup dans l'innovation, avec des tickets comme celui de Microsoft qui va investir 4 milliards notamment pour développer différents centres. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles. Je pense que ça a énormément évolué dans le bon sens. On a aujourd'hui en gros, pour qu'on puisse innover, il y a, moi je le dis souvent, il y a trois ingrédients clés. Il faut des talents, il faut des clients aussi, et il faut, pour pouvoir impulser tout ça au début, notamment quand on souhaite véritablement innover, il faut financer cette partie de R&D ou de déploiement sur des nouveaux marchés, et du coup il faut des capacités de financement associées. Donc il faut des fonds, des talents et des clients. Et ça, ce triptyque-là, tout va en s'améliorant. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a 10 ans, quand vous leviez 500 000 euros, ça faisait la une des journaux, c'était déjà énorme. Aujourd'hui, si vous ne levez pas plus de 100 millions, on n'en parle même plus. Donc, cette mécanisme de compréhension de la nécessité d'un investissement pour aller vite et pour pouvoir innover, elle a été comprise. Maintenant, si on regarde outre-Atlantique ou côté de la Chine, on est sur des montants d'investissement qui sont parfois ridicules. C'est-à-dire que là, nous, on va lever 500 millions, on va s'en féliciter. On va voir qu'outre-Atlantique, sur le même type de projet, on parle plutôt en milliards. Donc, on va dans le bon sens. Je pense qu'on rattrape notre retard sur certains volets, mais en matière de financement, on reste quand même bien derrière. Je pense qu'on peut toujours continuer à se féliciter pour les talents qu'on forme, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Microsoft fait le choix d'ouvrir des centres en France, c'est parce qu'on a des super talents qui vont pouvoir derrière travailler. Et donc là-dessus, on peut s'en féliciter, mais là encore, je pense que pas suffisamment de profils aussi féminins dans ces talents qui travaillent dans le numérique. Donc là, il faut continuer dans ce sens à démystifier certains métiers, à attirer toujours plus de jeunes dans ces filières-là. Et après, sur le volet de la clientèle, je pense que quelque part, c'est peut-être là où le bas blesse aujourd'hui. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre quand on monte une entreprise, c'est quand même d'avoir des clients. Et dans plein de... Là où... ça a très bien évolué, parce qu'en fait, là où quand vous étiez dans une DSI il y a 15 ans, vous aviez très peu de choix de solutions françaises à votre disposition. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme Miracle qui sont leaders mondiaux dans leur domaine. Si vous souhaitez, vous êtes un retailer, vous souhaitez monter une marketplace, voilà, vous avez un champion international, c'est Miracle. Il y a des entreprises comme ça qui existent. Mais le fait est que sur beaucoup de marchés, en fait, le numérique, véritablement, reste trusté par les entreprises américaines, sans même qu'on s'en rende compte. C'est même plus un choix, parce qu'ils sont tellement omniprésents qu'on parle même de gatekeeper. Et ça, c'est aussi ce qu'on a pu... le gros changement qui a été amené, je ne parle pas que de la France, mais au niveau international, c'est que dans le numérique, on est quand même sur un marché ultra concentré. Quand on parle par exemple du stockage de données, c'est complètement trusté par les hyperscalers que peuvent être AWS, Microsoft Azure. Donc c'est là où je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que quelque part, quand on y regarde de plus près, les Américains font le choix d'acheter américain, les Asiatiques achètent asiatiques, et si nous en Europe on ne fait pas le choix d'acheter des solutions européennes, elles émergeront jamais.
Et c'est là où je pense qu'à la fois côté privé comme public, il y a un rôle à avoir, en tout cas un changement de mentalité à aborder en étant un peu moins naïf, en se disant tiens, oui, il va falloir que je fasse des choix de providers plus européens si j'ai envie qu'ils continuent d'exister et si j'ai envie qu'il y ait des alternatives qui continuent d'exister plutôt que de me trouver sur un marché avec des situations de monopole où en fait on n'a plus le choix et du coup on maîtrise plus ses coûts parce que c'est notre provider qui va tout décider. Et comment est-ce que concrètement, c'est favoriser cette compétition entre les différents pays européens? On voit déjà qu'au niveau français, c'est pas forcément simple toujours en termes de culture. Comment est-ce qu'on peut accélérer? Et puis on reviendra bien sûr sur la question des talents que vous avez évoquée parce que c'est un sujet assez clé pour nous. C'est très bien, c'est très intéressant de poser la question de la France par rapport à l'Europe parce que donc nous, ce qu'on défend depuis toujours avec France Digital, depuis la création, depuis plus de 10 ans, c'est ce côté achetons européen. On veut un Buy European Act, comme on peut avoir un Small Business Act aux États-Unis. Donc véritablement un texte qui incite très fortement à l'achat de solutions européennes. Alors après, je ne suis pas dans un monde manichéen, c'est-à-dire que moi, je me mets aussi à la place d'un DSI. Parfois, la solution, elle n'existe pas en France, elle n'existe pas en Europe, et on doit aller chercher outre-Atlantique. Il n'y a aucun problème, enfin, c'est normal, c'est la loi du marché. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une forme de sensibilité à ça en se disant, tiens, voilà, je parlais de provider cloud, essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux avoir une architecture qui permet de multi-cloud pour pouvoir déjà mettre en concurrence différents acteurs. Donc ça, c'était les côtés très pratiques. Et aussi, il y a le sujet de l'Europe par rapport à la France par rapport à l'Europe. C'est qu'on a une forme de position de leader aujourd'hui avec un marché intérieur qui est déjà suffisamment grand pour que certains acteurs puissent émerger. Là où dans d'autres pays, je pense à la Bulgarie, je crois que c'est 6 millions de personnes, ils sont 10 fois moins nombreux. Je pense même à des pays qui ont des belles entreprises tech, je pense aux Nordiques, en Suède, etc. Eux, ils n'ont pas cette sensibilité-là de se dire on va d'abord acheter européen parce qu'en fait, ils ont un marché intérieur tellement petit qu'ils ont énormément d'accords bilatéraux, notamment avec les États-Unis, qui est leur premier marché évident avant d'aller se développer en Europe. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que c'est super fragmenté. On a face à nous 27 administrations différentes, on a des langues différentes, on a des mécaniques de marché entre des pays latins et des pays nordiques qui sont complètement différentes. On en est conscient. Mais si déjà on pouvait limiter les freins réglementaires à ça, si on pouvait harmoniser le régime fiscal, si on pouvait faire en sorte, je donne un exemple simple, mais d'avoir un système de BSPCE harmonisé au niveau européen quand on a une entreprise pour pouvoir se développer partout en Europe plus facilement, et ça pourrait déjà aller dans le bon sens. Et je pense que c'est véritablement nécessaire et que c'est la bonne échelle, parce que je disais que parfois on ne se rend pas compte à quel point des gens américains ont trusté le marché, parce qu'ils agissent quasiment comme des soi-disant tiers de confiance, alors qu'en fait, ils sont là. Je vais vous donner un exemple très concret, pour être un peu plus clair. Je suis désolée si j'endors certaines personnes. Dans le cadre de l'IA générative, on parle beaucoup de Mistral AI en France aujourd'hui. Et c'est un super exemple, ça prouve qu'on a des super talents, qu'on peut aller vite, qu'on n'a pas peur d'investir beaucoup pour gagner cette course-là. Mais quand on pense à Mistral AI, au final, on reste sur la couche applicative, sur un modèle de langage. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Il faut penser en fait à l'IA dans sa chaîne de valeur globale. Quand on développe ce genre d'outil qui a un chat qui va générer du texte de manière un peu extraordinaire, derrière, il y a où est-ce qu'on stocke les données. Donc il y a les réseaux, il y a les serveurs, il y a les câbles sous-marins, puis il y a les chips. Et tout ça, en fait, les acteurs qui captent la valeur, c'est ceux-là. D'ailleurs, c'est toutes les couches sous-jacentes. Ils ne sont pas français. Ni très européens d'ailleurs. J'invite tous ceux que ça intéresse à regarder sur le site de France Digital où il y a également une étude sur le sujet qui permet d'avoir une vision très précise des pays qui aujourd'hui produisent l'ensemble des sous-couches dont on se parle sur le. Exactement. Il y a cette étude qui est sortie et donc ça, pour tout ce que je voulais dire, c'est que il y a un effort à faire côté privé comme public. Je pense que côté privé, c'est comme je disais, avoir cette sensibilité à se dire tiens, si je peux avoir l'alternative européenne, essayer d'aller dans cette direction-là. Donc il y a un enjeu de sensibilisation des acteurs privés. Et côté public, je pense qu'il y a un enjeu de prise de conscience assez fort, de se dire oui, il y a besoin d'investir. Et puis il y a besoin d'investir en ayant une vision vraiment stratégique de la chaîne de valeur dans son ensemble. Et pas dire tiens, on va pousser quelques champions super sur le volet applicatif. Mais en fait, quand on y pense, tout l'argent qu'on a investi à travers la BPI dans des startups, la moitié de ce budget-là, en fait, il va directement chez des providers étrangers. Et en fait, on est dans un jeu de dépendance où c'est nous qui sommes complètement dépendants. Il faut qu'on arrive à recréer de l'interdépendance où aussi des acteurs étrangers
viennent utiliser des solutions européennes. C'est là qu'on voit par rapport au titre de la conférence Sens humain, point de transformation numérique, à quel point les choix humains vont finalement façonner le visage du numérique de demain. Et sur cette question justement des talents qui vont pouvoir le propulser, il y a quand même un vrai problème aujourd'hui de pénurie dont on entend beaucoup parler. On sait que selon des études récentes, c'est 75% des employeurs mondiaux qui indiquent rencontrer des difficultés au quotidien pour recruter les talents technologiques dont vous faites partie ici. Et d'autres chiffres qui sont tout aussi intéressants montrent, si ma feuille veut bien se tourner, ça c'est l'inconvénient du papier versus le numérique, que ce sont 85 millions d'emplois qui pourraient ne pas être pourvus d'ici à 2030 compte tenu de la pénurie des personnes qualifiées pour les occuper. Moi, ce que je me pose comme question quand on entend parler de cette pénurie, c'est à quel point, puisque vous parliez tout à l'heure de la sous-représentativité d'un certain nombre de profils, on peut pousser la diversité, l'inclusion dans un sujet comme celui qu'on aborde ce matin, alors qu'il y a un problème profond de quantité, je veux dire, au-delà de la qualité. Tout à fait. C'est vrai que quand on se dit qu'il y a un manque de profil et qu'en face, on a tout un vivier de talents auquel on ne s'adresse pas, alors que on parlait de l'étude talent qu'on a sortie, l'étude sur l'emploi qu'on a sortie l'année dernière, c'est intéressant de voir comme quoi les métiers sont assez genrés. C'est-à-dire que dans une start-up, on est grosso modo sur un 55-45 en répartition homme-femme. Mais si on s'arrête dans les métiers de l'IT et en fonction des métiers, on se retrouve sur des quantités vraiment où on est plutôt sur une répartition 95-5%. Et puis quand on monte dans les postes de direction, il y a de moins en moins de femmes. C'est-à-dire qu'au niveau du COMEX, on est sur une femme sur 4 personnes du COMEX, et pour les dirigeants, on est sur une femme sur 8 dirigeants. Donc voilà, et pourtant, on galère à recruter ce type de profil. Et donc, qu'est-ce qui explique qu'il y ait aussi peu de femmes et qui est aussi et l'autre stat aussi qui moi me fait encore plus froid dans le dos, c'est que dans les startups qui je pense sont un peu exacerbent certains caractères, on est sur une population à plus de 70% de personnes qui ont plus d'un bac plus 5, alors qu'on est sur des métiers qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un bac plus 5. Donc oui, quand on dit on a du mal à recruter et qu'en même temps on se dit vous allez chercher sur un vivier de talent qui est tellement limité, il y a un vrai problème. Donc ça c'est déjà le premier paradoxe en disant en fait il faudrait qu'on soit capable à travers différents moyens, et je pense qu'on n'aurait pas suffisamment du temps imparti pour pouvoir trouver toutes les solutions. Mais moi, vous le disiez, je viens du monde du recrutement, j'ai été chasseuse de tête, j'ai chassé énormément notamment de profils de développeurs et directeurs techniques. Moi il y a un truc qui me marque, c'est que recruter quelqu'un, c'est un peu comme recruter un client, quelque part. Donc il y a un marketing à avoir aussi vis-à-vis des personnes qu'on va recruter pour les attirer, pour leur donner envie de travailler pour soi. Et ce qui est assez dingue, c'est que moi je prends là ma casquette d'ancienne étudiante, à aucun moment on est venu me chercher comme potentielle cliente vers des métiers du numérique. Je m'y suis intéressée toute seule en fouillant et j'étais bien la seule parmi mes différentes amies. J'ai un profil plutôt scientifique à l'origine et jamais j'ai été véritablement poussée à aller toujours plus loin dans la technique, dans le volet scientifique. Enfin, je sais pas, ça a été assez mal fait et je pense que même l'image du métier de développeur, qui a quand même beaucoup évolué depuis 15 ans, était assez caricaturelle. Je pense que dans l'assistance et dans la filière, c'est assez... Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de lumière sur la salle ? C'est possible d'avoir de la lumière sur la salle ? Moi, je vois à peu près. Ah oui, on a là. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite statistique comme ça à main levée ? Est-ce que les femmes de la salle pourraient lever la main ? C'est pas si mal. Il y a quoi ? 15%? Un peu moins, je pense. C'est mon côté optimiste. C'est un peu moins de 15%. En tout cas, merci beaucoup pour la lumière. Ce que ça me fait avoir comme réflexion, ça me fait penser à la campagne qui a été poussée par le gouvernement cette année, justement. J'ai une tête... Est-ce que j'ai une tête à faire de la tech ? Oui. Quelque chose comme ça, qui était une campagne de recrutement pour les femmes, justement, d'incitation. Est-ce que le problème vient du marketing des écoles ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour finalement améliorer
la diversité. Là, on parle de femmes, mais je pense qu'on peut parler de diversité en effet, en termes de formation. Ce ne serait pas la seule solution, objectivement. Hein. Je pense qu'il y a plein de mécaniques qu'il faut amorcer en même temps pour que ça fonctionne véritablement. Mais je pense que ça fait partie, effectivement, d'une des solutions. Moi, je le dis toujours, on n'est pas attiré par les choses qu'on ne comprend pas. Et parfois, à la tech, même si c'est complexe, il y a des choses qu'il faut complètement démystifier. Enfin, pour moi, tout le monde devrait savoir ouvrir une console et lire une ligne de code. Il n'y a rien de complexe à ça. Mais ça, personne ne nous l'apprend. Alors peut-être que ça a changé, et ça commence à changer, je le vois dans certains cursus, mais moi, je fais le bilan de moi, il y a 15 ans, qui n'a jamais été poussé vers ce genre de filière, alors que au final, j'y suis aujourd'hui, mais j'aurais pu faire d'autres métiers que ceux que j'ai fait. Et je l'ai découvert un peu sur le tas à travers mon métier de chasseuse de tête, mais j'ai été complètement passionnée par ça. Et j'avais toutes les skills, tout le profil idéal pour être plutôt un profil d'ingénieur dans ce domaine-là. Et donc oui, je pense, parce qu'au début, je m'y suis pas intéressée, parce qu'il y avait une espèce d'image, même marketing. D'ailleurs, je pense qu'on a tous cette image un peu à l'époque, ça a changé aussi, mais à l'époque de la start-up, où en fait c'est une entreprise de jeunes qui portent des suites à capuche, où il y a un baby-foot, où on boit des bières et on mange des pizzas. Il y a pas si longtemps, j'étais à un genre d'événement très grand public pour parler de l'emploi des jeunes, et on me posait ce genre de questions encore. Je disais, mais enfin, arrêtez de croire qu'une entreprise tech, c'est que des geeks, que c'est une entreprise où, oui, effectivement, il n'y a pas de lumière parce qu'il faut qu'on puisse voir nos écrans. Il y a tout effectivement une communication qui est faite autour de ça qui n'est pas la bonne. Je pense qu'il faut pouvoir donner envie. Et au-delà de ça, là, je parle vraiment du numérique, les équipes techniques, mais oui, je pense qu'il faut promouvoir l'innovation, promouvoir le numérique, donner envie aux gens d'entreprendre. Et ça, aujourd'hui, oui, c'est assez mal communiqué parce que c'est mal compris. Et c'est aussi un des rôles de France Digital de décrypter tout ça, de savoir parler à différents interlocuteurs des mêmes sujets, mais à des niveaux de compréhension un peu différents, et d'ouvrir des portes. D'aller rencontrer des écoles, d'aller rencontrer des bassins de personnes dans des villes qui sont très éloignées de l'entrepreneuriat, de la tech, pour leur donner envie, leur expliquer que c'est pas si compliqué et qu'on peut ouvrir des portes. Et au-delà du côté pénurie de talent qu'on abordait précédemment, je pense que c'est hyper nécessaire dans l'innovation, parce qu'on ne peut pas innover que pour un pan de la population. L'innovation ne peut pas naître que d'une certaine partie très hommes blancs sortis de grande école, parce que si on voit que à travers leurs yeux, l'innovation qui va être développée ne sera jamais universelle. C'est l'exemple du pacemaker. L'exemple du pacemaker, tout à fait, qui a été conçu par des hommes et qui du coup correspondait pas à la taille de cœur d'une femme au départ. Donc les choses ont évolué aussi, mais cette mécanique-là, effectivement, si derrière l'innovation qu'on développe, il n'y a pas il n'y a pas de diversité de profils, et effectivement, on passe à côté de toute une partie de la population. Et innover pour un tout petit pan de la population, ça n'a plus trop de sens. Est-ce que ça veut dire que l'avenir, finalement, de notre place, de la place de la France et de l'Europe dans le paysage numérique dépendra de notre capacité d'inclusion? Et est-ce que la France est un cas à part, pour le coup, en Europe, puisque vous connaissez bien le marché? Et juste peut-être pour les datas, puisqu'on était sur le sujet de la parité, c'est 30% en effet des postes qui sont occupés par des femmes sur les 1 100 000 emplois directs, et 12% seulement sur les... J'étais un peu plus optimiste que ça sur les... oui, c'est ça. Il y a encore trop peu de femmes. Non, mais moi, je pense que la France en particulier, mais en Europe, dans plein de pays différents, on a des excellentes formations. Et la France en particulier, sur le volet scientifique et les mathématiques, fait qu'on arrive à avoir d'excellents profils en intelligence artificielle. Ça, il faut continuer. Il faut faire en sorte que ces talents, ils aient aussi envie de ne pas partir à l'étranger. C'est un autre de nos sujets, c'est que même si aujourd'hui ça a encore une fois évolué, on est plutôt dans la bonne direction, il y a encore beaucoup de profils qui font le choix de faire une carrière à l'étranger et qui ne reviennent pas. Parce que c'est compliqué. Et puis, et il faut savoir qu'aux États-Unis, une grosse partie des talents qui recrutent dans ces entreprises tech, c'est des personnes qui sont immigrées. Et donc nous aussi, il faut qu'on adapte un peu ces politiques d'immigration. Il y a une avancée qui a été faite dans les dernières années, qui était notamment le visa French Tech, qui a été un sujet beaucoup porté par France Digital. Et c'est-à-dire, moi, à l'époque, quand j'étais entrepreneur, la raison pour laquelle j'avais rejoint l'association, c'est que je voulais avoir un système simplifié pour aller plus vite et pouvoir recruter des développeurs étrangers parce qu'il n'y en avait pas suffisamment en France. Donc ça a plutôt bien marché. C'est un protocole qui fonctionne bien. Maintenant, il faudrait pouvoir le faire au niveau européen.
faudrait, au même titre que je disais, harmonisons le système de BSPCE. Le BSPCE, c'est quoi? C'est un système d'actionnariat salarié qui existe pour les startups, qui marche très bien. Le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes une entreprise, vous avez un système d'actionnariat salarié en France, vous décidez d'ouvrir un bureau en Allemagne, vous passez par un autre système complètement différent parce que la fiscalité est totalement différente. Et c'est une espèce de complexité administrative qui ne permettent pas, du coup, d'aller attirer ou fidéliser les bons talents. Or, on sait qu'en termes de fidélisation, le fait de former soi-même les talents au sein des entreprises est aussi extrêmement vertueux. Peut-être sur les profils des talents qui font défaut aujourd'hui, ou alors qu'il faudrait justement faire attention à savoir retenir ou chasser. À vrai dire, il y a un peu de tout. On a une image des profils, effectivement, et je pense que on a besoin de profils qui savent apprendre et qui seront agiles et qui vont vite. Et pour moi, il n'y a pas de diplôme particulier. Non, en plus, et dans les startups en particulier, on parle beaucoup du métier de développeur, mais il manque aussi des commerciaux, il manque des personnes en service client. Ce qu'il faut, c'est des personnes qui sont capables de s'acculturer à un vernis technique assez rapidement et évolutif. Ça résonne avec ce que disait Aurélie Jean dans la conférence d'hier d'ouverture sur peut-être les soft skills et insister peut-être sur ce qui fait aussi le talent au sens humain. J'irai même plus loin, ça me fait rire. J'écoutais un podcast hier sur les développeurs qui est plutôt destiné à des développeurs, et en fait ça me faisait rire parce que j'ai écouté le podcast d'un head of engineering, et donc lui il a toujours eu un profil technique, mais on se rend compte que son métier ça reste avant tout de l'humain et du management et beaucoup de soft skills. Donc c'est là où je disais que attirer dans des filières technologiques à forte technologie, il faut démystifier le truc en disant il y a aussi des métiers qui nécessitent avant tout des soft skills et une compréhension, mais c'est plutôt plus un vernis technique. La première chose à apprendre, c'est d'avoir envie d'apprendre et de continuer à apprendre en permanence, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu qui évolue super vite. Et par rapport à la rapidité à laquelle vont les sujets sur lesquels vous travaillez chez France Digital, qu'est-ce qui aujourd'hui va vous occuper, notamment en termes de lobby, puisqu'on parlait de cette partie assez importante de votre quotidien, et puis de l'enjeu que ça représente pour les politiques? À la fois, nos actions, elles vont avec l'actualité, donc elles changent beaucoup, et en même temps, c'est toujours les mêmes. Je parlais de ce fameux triptyque de dire, en fait, on a toujours besoin de plus d'argent pour se financer, de toujours plus de talents et de toujours plus de clients. Donc ça reste quelque part notre cœur de lobby, et c'est trouver des solutions pour qu'on continue à aller dans ce sens-là. Ça restera toujours la même chose, je pense. Là, dans ce qui nous occupe pas mal en ce moment, c'est les élections européennes qui arrivent du coup le 9 juin prochain. J'espère que tout le monde ira voter. Et qui, en fait, on sent parfois que c'est un peu éloigné de nous, sauf que l'Europe, c'est hyper important, encore plus sur les thématiques numériques, puisque beaucoup de réglementations sont décidées au niveau européen, le DMA, le DSA, le RGPD, et tout ça a un impact fort sur le travail au quotidien de nos membres. Donc, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on y pense, ça fait déjà plusieurs mois, voire années qu'on travaille sur ces élections qui arrivent et qu'on décrypte les textes qui sont en cours d'être votés. Le dernier en date étant l'IA Act. Tout ça pour dire que là, le Parlement européen va évoluer, va changer, et que les sujets principaux qui sont abordés ne sont clairement pas les sujets de numérique, même si je pense que c'est une priorité stratégique pour l'Europe, parce qu'on a déjà raté un premier virage où, comme je disais, on est face à des champions économiques qui nous dominent totalement, et il faut quand même qu'on réussisse à inverser et à exister dans ce paysage-là. C'est pas la priorité dans la tête des électeurs et dans les débats publics. Donc nous, notre travail, c'est vraiment en tout cas en sous-marin, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, que ce soit pas un sujet complètement oublié, et qu'on arrive tout de même à insuffler une forme de volonté politique de continuer à être un continent d'innovation. Et qu'on arrive à amorcer, qu'on continue en fait à être dans la course, voire à gagner la course qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, qu'il y a autour du quantique, parce qu'on est en capacité encore de le faire. Les Américains n'ont pas encore pris trop d'avance, les Asiatiques non plus. On est là, on a les talents qu'il faut, on a des excellents ingénieurs, des très très bonnes idées, des belles structures. Je pense à des Pascal, à des Alice et Bob au niveau du quantique par exemple. Maintenant, il faut accélérer, il faut être dans la course et il faut continuer la course jusqu'au bout. Et ça, on a besoin d'un soutien, comme je disais, à la fois privé et public. Et donc là, notre enjeu de lobby du moment, c'est de faire comprendre ça au prochain Parlement européen.
Merci beaucoup Maya. Du coup, allons voter le 9 juin. Je pense qu'on n'a plus aucune excuse pour ne pas le faire. Et puis je vais laisser peut-être à Maria le soin de clôturer cette conférence. Merci d'y avoir assisté. Il est difficile de rajouter un mot. Il est vraiment difficile tellement l'échange a été clair, 360 et on a eu des bons messages de remise en question. Et donc nos choix font beaucoup. En fait, nos choix font beaucoup en globalité. Je vous propose d'aller déjeuner maintenant parce que on est un peu fatigué, on a faim, n'est-ce pas? Donc c'est le même endroit qu'hier. Je vous invite à monter pour notre repas de la deuxième journée. À tout à l'heure.